Imaginons un instant un acteur qui serait plus puissant que certains gouvernements. Non, pas une armée. Ni même un pays. Une entreprise. Oui, une entreprise. On parle de multinationales capables d'influencer des lois, de peser sur des élections, de négocier d'égal à égal avec des chefs d'État et parfois même de provoquer des crises économiques. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une dynamique absolument centrale du monde moderne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment certaines de ces entreprises en sont venues à rivaliser avec les États eux-mêmes. Pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va parler du changement d'échelle, c'est-à-dire comment on en arrivait là. Ensuite, on verra comment ces entreprises écrivent les règles. Puis, on passera à des études de cas bien concrets. Après ça, on se posera la question, mais pourquoi les États laissent faire? Et enfin, on essaiera de dessiner les contours de ce nouvel équilibre mondial du pouvoir. Allez, on commence tout de suite avec la première partie, le changement d'échelle, ou comment on est passé d'un monde de nations à un monde de multinationales. Si on regarde l'histoire, le pouvoir, il a longtemps appartenu aux empires, puis, plus récemment, aux États-nations. Mais voilà, avec la mondialisation, un acteur complètement inédit a fait son apparition. On parle aujourd'hui d'entreprises qui possèdent des budgets qui dépassent le PIB de nombreux pays. Elles ont une présence opérationnelle sur toute la planète et surtout une capacité d'influence politique directe. Et attention, une multinationale, ce n'est pas juste une boîte qui vend ses produits à l'international, non, c'est bien plus que ça. C'est une structure transnationale capable de naviguer entre les différentes lois, les différentes fiscalités et les différents systèmes politiques pour servir ses propres intérêts. Et ça forcément, ça vient modifier en profondeur tout l'équilibre mondial des pouvoirs. Deuxième partie. Maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment ces entreprises s'y prennent concrètement pour écrire les règles. Et on va voir que ce n'est pas par la force brute, mais par des leviers bien plus subtils. En général, leur pouvoir ne s'impose pas par la force militaire, mais par deux grands leviers d'influence. D'un côté, le lobbying, et de l'autre, la création d'une dépendance économique. Le lobbying, c'est quoi? Eh bien, dans certaines capitales mondiales, il y a de véritables armées de juristes et de consultants dont le seul travail est d'influencer la rédaction des lois. Et là, l'objectif, il est très clair. Il ne s'agit pas de contourner la règle existante, mais de participer directement à sa création. Le deuxième levier, c'est la dépendance. Quand un pays devient très dépendant d'une entreprise pour ses emplois, sa technologie ou ses investissements, le rapport de force s'inverse. La menace de délocalisation, la réduction des investissements, ce sont des pressions indirectes très efficaces. Et l'État, qui devrait être le décideur, se retrouve souvent en position de simple négociateur. Bon, assez de théorie, passons maintenant à des études de cas. C'est là qu'on va voir comment tout ça se manifeste dans le monde réel. Premier cas, et pas des moindres, les géants du numérique. On pense bien sûr aux GAFAM et consorts. Ces entreprises ont réussi à prendre le contrôle d'infrastructures qui sont devenues aussi vitales que les routes ou les réseaux électriques d'un pays. Elles contrôlent des pans entiers des flux d'informations, elles dominent les marchés publicitaires et elles détiennent des quantités astronomiques de données stratégiques. Alors, bien sûr, les gouvernements essayent de réguler tout ça, mais les entreprises, elles, négocient, résistent ou menacent de déplacer leurs opérations ailleurs. C'est un bras de fer absolument permanent. Deuxième cas, les industries extractives. On parle ici du secteur pétrolier et minier. Dans certaines régions du monde, ces groupes ont, historiquement, exercé un pouvoir qui dépasse de loin leur simple rôle économique. Ils ont le contrôle des ressources naturelles. Ils exercent une influence directe sur les élites politiques locales, et leurs activités peuvent avoir un impact majeur sur la stabilité ou l'instabilité de pays entiers. En fait, quand l'économie d'un pays repose sur une seule ressource, l'entreprise qui l'exploite devient, de fait, un acteur géopolitique majeur. Et on termine avec un troisième cas, un mécanisme beaucoup plus discret et souvent méconnu du grand public, les tribunaux d'arbitrage internationaux. Le mécanisme est simple et redoutable. Imaginez qu'un gouvernement décide de changer une loi, par exemple pour des raisons environnementales. Eh bien, grâce à certains traités internationaux, une multinationale qui s'estime lésée peut attaquer cet État devant un tribunal privé spécial. Et l'État risque alors de devoir payer des milliards de dollars de dédommagement. C'est un outil qui vient carrément redéfinir la notion de souveraineté économique. Tout ça nous amène à une question qui paraît évidente mais dont la réponse est très complexe. Pourquoi les États acceptent-ils cette situation? La vérité, c'est que leur relation est compliquée. C'est la question centrale. Pourquoi les gouvernements, qui sont censés détenir le pouvoir souverain, tolèrent-ils une telle situation? La réponse tient en quelques mots. Parce que les multinationales apportent aussi des choses que les États recherchent. Des investissements massifs, des emplois, de l'innovation et bien sûr des recettes fiscales. C'est un rapport totalement ambivalent. Les États ont besoin des entreprises et les entreprises ont besoin du cadre fourni par les États. Le problème, c'est que l'équilibre entre les deux, il n'est pas toujours symétrique. Allez, on arrive à la conclusion. Essayons de synthétiser tout ça pour comprendre ce nouvel équilibre mondial et la nature du pouvoir à notre époque.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le monde moderne n'est plus structuré uniquement autour des nations. La carte du pouvoir a été redessinée. Le pouvoir aujourd'hui, il circule. Il est partagé entre les États, bien sûr, mais aussi les grandes entreprises, les institutions financières et les plateformes technologiques. Donc au final, comprendre la géopolitique aujourd'hui, ça ne peut plus se faire sans comprendre le rôle absolument central qu'y jouent les multinationales. La question finalement, ce n'est plus vraiment de savoir si les entreprises ont du pouvoir. La réponse est évidente, oui. La vraie question, celle qui reste ouverte, c'est qui contrôle réellement ce pouvoir ?